Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 23 avril 2026 et notre cher ami David Pine est avec nous. Bienvenue à nouveau, David. Salut, Darius, that's not when the rest of the web. Et je vais commencer, David. La dernière fois qu'on a parlé, il n'y avait pas de guerre au Moyen-Orient. En ce moment, il y a une guerre et on a une sorte de cessez-le-feu, mais la guerre continue quand même. Je pense que c'est bien de prendre un peu de recul et de regarder ce qui s'est passé jusqu'ici. On a eu la guerre de 12 jours, puis cette année, le 28 février, on a eu la deuxième phase du conflit. Voilà ce que J.D. Vance disait avant la guerre. La première phase, celle de juin 2025, et la façon dont il essayait, disons, d'embarquer les gens, l'Inde et Daesh, dans cette guerre. Voici ce qu'il disait. Je comprends l'inquiétude des Américains, fatigués après 25 ans d'implication à l'étranger au Moyen-Orient. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, on avait des présidents incompétents. Aujourd'hui, on a un président qui sait vraiment comment atteindre les objectifs de sécurité nationale des États-Unis. Donc, ça ne va pas être une opération longue et interminable. Nous sommes intervenus, nous avons accompli la mission de freiner leur programme nucléaire et maintenant, nous allons travailler à le démanteler définitivement dans les années à venir. C'est exactement ce que le président s'est engagé à faire. Principe simple. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. C'est ce qui a guidé la politique américaine au cours des 130 derniers jours. Et cela va continuer à être un moteur essentiel de notre politique au Moyen-Orient pour les 3 ans et demi à venir. Revenons à aujourd'hui. Hier, on a appris qu'à cause des conséquences de la guerre, il semblerait qu'il y ait des discussions en cours au sein de l'armée. C'est pour ça qu'on a vu le secrétaire à la marine être limogé par Pete Hegseth. Quelle est votre compréhension de la situation actuelle? Donald Trump, selon moi, s'est un peu piégé lui-même au Moyen-Orient. Quelle est votre lecture de tout ça? Oui, tu as tout à fait raison. Comme l'a expliqué le docteur Robert Pape, la guerre contre l'Iran est un piège d'escalade mis en place par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, essentiellement pour pousser Trump et les États-Unis à mener la guerre d'Israël contre l'Iran au détriment de la sécurité nationale américaine et au détriment aussi de notre sécurité économique. Ce blocus, tu sais, la guerre n'est pas encore terminée. Le blocus continue, sans qu'on voit la moindre issue, et ça va provoquer une récession à la fois aux États-Unis et dans le monde entier. Malheureusement, la plupart des pays vont en subir les conséquences de façon très négative. Il va y avoir des pénuries, et évidemment, les prix de l'essence sont en train de grimper. Le kérosène est en très forte pénurie, surtout en Europe, mais aussi en Asie de l'Est, en Corée du Sud, au Japon et dans d'autres pays de la région. Ça a provoqué beaucoup de perturbations. Le président Trump, lui, avait un plan, une stratégie de sécurité nationale. L'idée, c'était de nous retirer d'Europe et du Moyen-Orient pour se concentrer sur l'hémisphère occidental. Il voulait assurer la sécurité de nos alliés dans cette zone, tout en consolidant la domination américaine en Amérique du Nord. Peut-être même avec davantage de forces militaires américaines au Groenland et en exerçant une pression sur les régimes communistes de Cuba et du Venezuela, qui restent pour l'instant largement intacts. Et bien sûr, il mettait la priorité sur le commerce dans l'économie américaine. Mais cette guerre a complètement ruiné toute sa grande stratégie de sécurité nationale et sa politique commerciale America First. Tous les progrès économiques qu'il avait réussi à accomplir pendant, je ne sais pas, ces 15-16 premiers mois, enfin, disons 13 mois, à la Maison-Blanche, ont été annulés. Et la situation est bien pire aujourd'hui. Les prix de l'essence ont augmenté, je dirais, d'environ 33 à 40%.
Et ça pourrait encore s'aggraver parce qu'il faudrait, je veux dire, au moins 6 mois rien que pour déminer le détroit d'Ormuz. Évidemment, il n'y a pas de solution militaire pour que les États-Unis reprennent le contrôle. En réalité, nous n'avons jamais eu le contrôle du détroit d'Ormuz. Mais au moins, nous pouvions garantir d'une certaine manière qu'il restait une voie maritime internationale libre. Et ce ne sera plus le cas, parce que l'Iran l'a rebaptisé le détroit de Perse. Désormais, il est en pratique sous le contrôle des gardiens de la révolution et de la marine iranienne. Et il n'y a rien que nous puissions faire, à moins d'accorder à l'Iran d'importantes concessions dans un accord de paix qu'il jugerait suffisante pour permettre la libre circulation. David, quelle est la porte de sortie? Tu as évoqué la situation dans laquelle se trouve Donald Trump en ce moment. Beaucoup de gens disent que la solution la plus simple, ce serait tout simplement de quitter la région, quitter l'Irak, l'Afghanistan, bref, partir. Et les pays qui utilisent le détroit d'Ormuz, eux, viendraient discuter avec les Iraniens et finiraient par trouver leur propre solution, leur version d'un accord. Mais Donald Trump, d'une certaine manière, tu te souviens, quand cette guerre a commencé, tout tournait autour du changement de régime. Ce n'était pas seulement parce que Donald Trump, lui, en était arrivé à cette conclusion. Parce que Benjamin Netanyahu, comme l'a rapporté le New York Times, avait fourni à Donald Trump et à son administration des informations selon lesquelles il suffisait d'y aller, d'attaquer le régime, de tuer le guide suprême avec le commandant et que le régime s'effondrerait et que le peuple sortirait dans la rue. Tout ça. Aujourd'hui, Donald Trump publie quelque chose du même genre. Il dit qu'il y a une fracture au sein de la direction iranienne. Certains voudraient discuter avec nous, conclure un accord. D'autres ne veulent pas d'accord. Allons tuer les méchants en Iran. On ne voit pas ce genre de théorie du complot, ni ce type de pensée complètement déconnecté de la réalité. Aider qui que ce soit. Est-ce que ça va aider les États-Unis? Est-ce que ça va aider Donald Trump et son administration? Non, c'est un comportement méprisable et déshonorant, rien que de menacer de telles attaques. Évidemment, nous avons tué 50 dirigeants iraniens, ainsi que des membres de la première famille, la famille du guide suprême, à la fois Ali Khamenei et Mojtaba Khamenei, l'actuel guide suprême. Et vous savez, des femmes et des enfants aussi. Les États-Unis, et je suppose qu'Israël en était l'auteur, mais avec le plein soutien américain, ont assassiné ces dirigeants. Et c'était une attaque surprise, sans provocation. Je veux dire, l'Iran, en gros, s'occupait de ses propres affaires. Oui, il avait mené des actions par l'intermédiaire de ses groupes alliés. Il avait, vous savez, tué et blessé quelques personnes, tué 3 soldats américains, je crois que c'était, je ne sais plus, en 2023. Je pense que c'était en réaction à ce qu'Israël faisait à Gaza. Évidemment, le génocide. Au départ, c'était une guerre juste. Mais ensuite, Israël a décidé d'en faire une guerre d'agression, en détruisant 92% des habitations de Gaza, sous prétexte que 1,7% des habitants, ceux qui étaient membres du Hamas, s'y cachaient. Franchement, c'était absurde. Et oui, tout ça s'est révélé désastreux. C'est un désastre pour les États-Unis à tous les niveaux, militaires, économiques, politiques. Ça nous a affaiblis sur tous ces plans. Et ça va continuer à être catastrophique. Les républicains vont perdre les 2 chambres du Congrès. Trump va être destitué. Il y a même une petite chance qu'il soit réellement écarté du pouvoir. Mais au fond, vous savez, l'Iran, on ne cesse de dire que l'Iran, c'est un cas à part, que leur régime islamiste est différent, qu'ils sont des terroristes, qu'on ne peut pas raisonner avec eux, qu'ils ne comprennent que la force. En réalité, c'est tout le contraire. Les États-Unis et Israël, tu sais, ce ne sont pas des régimes terroristes, mais on pratique le terrorisme d'État contre d'autres pays.
Tuer leurs dirigeants sans raison, sans provocation, c'est un acte de terreur soutenu par l'État. Et beaucoup d'Américains ne comprennent pas ça. On a cette idée, je crois, aux États-Unis, que la vie des civils musulmans ou même des dirigeants islamiques n'a pas de valeur. On est conditionné en tant que citoyen américain par notre gouvernement et notre système éducatif à vraiment croire ça. Et je trouve ça tout simplement méprisable. J'ai abandonné mon soutien au président Trump. Je l'ai soutenu pendant presque 10 ans, mais depuis qu'il a lancé cette guerre, je ne le soutiens plus. Franchement, c'est une période bien triste pour être américain. Oui. Regardez le Moyen-Orient aujourd'hui. Qu'est-ce que vous apporteriez, vous? Quelle est la différence, selon vous, quand on parle du Golfe Persique? Vous avez mentionné le détroit d'Ormuz. Comment faites-vous la distinction entre la situation avant le début de cette guerre et celle d'aujourd'hui, en tenant compte du Golfe Persique, des pays du CCG, de l'Iran et de la région dans son ensemble? Eh bien, les États-Unis ont longtemps été perçus comme une source de stabilité et de sécurité pour les pays du Golfe. Les Émirats arabes unis, Oman, le Koweït, le Qatar, Bahreïn et d'autres encore. Mais ce n'est plus le cas, parce qu'ils ont découvert à leurs dépens que, vous savez, nous avons déclenché cette guerre d'agression non provoquée contre l'Iran et que l'Iran a riposté en attaquant nos bases. Et ils n'ont pas seulement visé nos bases, ils ont aussi frappé, vous savez, des cibles gouvernementales et énergétiques dans ces pays pour leur faire comprendre, en gros, que les États-Unis ne sont pas l'hégémonie régionale du Golfe Persique, mais que c'est la République islamique d'Iran qui l'est. Et donc, les États-Unis n'ont pas réagi en augmentant leur défense antimissiles ou le nombre de troupes dans ces pays. Au contraire, je pense qu'ils ont déplacé une grande partie de leur système de défense et de leurs soldats vers Israël. Ou bien, ils ont retiré leurs troupes pour montrer que notre parapluie de sécurité était fictif depuis le départ, ou qu'il l'est devenu. Et je crois que cela a montré au monde, et surtout à nos alliés dans la région, que les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable pour les défendre et assurer leur sécurité. Aujourd'hui, ils veulent que cette guerre se termine, à mon avis, sauf peut-être certains dirigeants saoudiens ou peut-être les Émirats arabes unis. Eux, ils veulent que la guerre s'arrête le plus vite possible. Et ensuite, comme vous l'avez dit, ils vont chercher à conclure un accord avec les dirigeants iraniens pour coopérer et rassurer l'Iran sur le fait qu'ils ne sont pas des ennemis. Ils ne vont pas se ranger du côté des États-Unis sur le plan militaire. Évidemment, il n'y a pas un seul pays au monde qui soit venu en aide aux États-Unis, à part Israël, bien sûr, qui a déclenché cette guerre. Tous nos alliés de l'OTAN, eh bien, ils n'ont même pas envoyé un dragueur de mines ou un conseiller militaire. Ça montre bien que l'alliance de l'OTAN ne s'applique pas en dehors de la région de l'Atlantique Nord, ce qui, évidemment, est vrai. Mais bon, Trump a réagi en menaçant de quitter l'OTAN. Et je pense que ce serait une évolution formidable. S'il y a quelque chose de positif qui pouvait sortir de cette guerre terrible, ce serait justement que les États-Unis quittent l'OTAN. Ce serait vraiment une très bonne chose. Évidemment, on pourrait aussi se retirer de la guerre en Ukraine. Cette guerre pourrait se terminer très vite. Et ensuite, les États-Unis pourraient redevenir une superpuissance hémisphérique, comme je le défends depuis 23 ans. Je me souviens que tu avais dit avant l'élection que toi, Vivek Ramaswamy, tu avais ensuite rejoint Donald Trump et tu l'as mentionné plusieurs fois dans ce podcast. Mais David, on a eu John Kerry qui parlait de ce qui s'est passé dans l'affaire Netanyahou. Il a littéralement dit que chaque administration avait reçu cette proposition de Benjamin Netanyahou. Il voulait cette guerre depuis très longtemps. Alors, tu penses que le seul à avoir décidé de partir en guerre, c'est Donald Trump? Pourquoi? Quel était le problème? Et comment a-t-il réussi à convaincre Donald Trump et son administration
d'entrer dans cette guerre. Oui, ces rapports sont tout à fait exacts. Depuis l'époque de l'administration de George W. Bush, Netanyahou est allé à la Maison-Blanche pour tenter de faire passer ce genre de projet en insistant lourdement. En réalité, tout ce qu'il demandait, c'était les codes d'identification amis ou ennemis pour que leurs avions puissent survoler la Jordanie et l'Irak sans être abattus. Et Bush, Obama et Biden ont tous refusé d'accorder cette autorisation, qui aurait permis à Israël, en pratique, de lancer une guerre d'agression contre l'Iran. Le seul qui était assez imprudent pour l'approuver, c'est Trump. Et il l'a fait alors même que depuis 20 ans, les États-Unis mènent des simulations de guerre qui montrent que dans un conflit entre les États-Unis et l'Iran, l'Iran ne peut pas être vaincu. Pour moi, ça reviendrait à une défaite américaine. En somme, on savait très bien qu'une telle guerre serait impossible à gagner. Et comme l'a écrit le New York Times, il y a eu, vous savez, des discussions très tendues et chaotiques au sein du gouvernement et du Conseil de sécurité nationale, où tout le monde disait en gros que franchement c'était une mauvaise affaire, que ce conflit ne serait sans doute pas gagnable. Et les seuls à dire le contraire, évidemment, c'était Hanks, Seth, Trump et Netanyahou. Et ce sont leurs voix qui ont fini par l'emporter. Mais J.D. Vance a vraiment fait un excellent travail en essayant de dissuader le président de passer à l'action et d'entrer en guerre contre l'Iran. D'éviter de lancer une guerre impériale d'agression, inutile, une guerre régionale, une guerre entre grandes puissances, la première à laquelle les États-Unis participeraient depuis la guerre de Corée et qui risquait sérieusement de dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Heureusement, avec le cessez-le-feu, Trump semble s'être lassé de cette guerre, en voyant bien qu'elle ne pouvait pas être gagnée. Il n'arrive pas à faire à l'Iran ce qu'il veut, alors il va opter pour le cessez-le-feu. Il l'a prolongé indéfiniment il y a 2 jours. Bien sûr, il pourrait changer d'avis du jour au lendemain. Il était connu pour ça. Mais d'après d'autres articles, notamment un du Wall Street Journal, il aurait agi par peur. Dès qu'un de nos aviateurs a été abattu, un colonel de l'Air Force, officier d'armement à bord d'un F-15E, descendu par la défense aérienne iranienne, il a dit « Il faut le récupérer. J'ai peur que ça fasse chuter mes sondages. » Bon, ces sondages sont déjà au plus bas, mais je pense qu'il a compris qu'il ne devait surtout pas lancer une invasion terrestre de l'Iran parce que ce serait catastrophique pour nous. Je pense que Benjamin Netanyahou en est finalement arrivé là, parce qu'il voulait, comme on l'a déjà dit, cette guerre. Pourquoi? Selon vous, quel a été jusqu'à présent le résultat de cette guerre pour Israël? Israël est différent, il pense différemment. Il ne voit pas les choses de la même façon. Même avec la guerre en Iran, je dirais que les Israéliens avaient un agenda totalement différent de celui de l'administration Trump. Mais si on prend en compte leur propre agenda, leur manière de comprendre cette guerre contre l'Iran, qu'est-ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent? Eh bien, pour Netanyahou, vous avez raison. Leurs intérêts sont très différents de ceux des États-Unis. Ils ne se soucient pas que le détroit d'Ormuz soit fermé. Ils ne tirent quasiment pas, voire pas du tout, de pétrole du Golfe Persique. Donc l'objectif de Netanyahou est très clair depuis une vingtaine, peut-être 25 ans. Son agenda, c'est la domination israélienne sur l'ensemble du Moyen-Orient, à l'exception du Pakistan, en gros. Alors, l'Iran est vraiment devenu la cible, vous savez, après qu'il a réussi à obtenir l'aide des États-Unis pour renverser le régime d'Assad en Syrie. Et je dirais que ce régime-là était bien plus favorable que celui dirigé à l'époque par d'anciens membres d'Al-Qaïda qu'on a aujourd'hui en Syrie. Ensuite, la situation s'est dégradée. En réalité, le Hamas, lui, n'a pas été tellement affaibli.
En fait, ils ont gagné beaucoup plus de miliciens depuis qu'Israël a lancé cette guerre. Ça a été une défaite majeure pour Israël, avec à peu près autant de pertes des deux côtés. Le Hamas est passé, je crois, de 25 ou 32 000 combattants à environ 40 000. Donc ils ont en réalité été renforcés par cette guerre. Mais le Hezbollah, lui, a été partiellement affaibli, donc il y a eu quelques succès limités au Liban. Bien sûr, cette guerre faisait encore rage il y a à peine une semaine, et elle pourrait reprendre à tout moment. Mais je pense qu'en Iran, ou plutôt du côté d'Israël, on estime que la guerre contre l'Iran a permis, selon les rapports du renseignement américain, de détruire 50% des lanceurs de missiles iraniens, un tiers de leurs forces aériennes et 40% de leur marine. Plus précisément, je pense que la marine des gardiens de la Révolution a été détruite ou mise hors d'état. Donc, il y a eu un certain succès sur le plan militaire. Bien sûr, l'économie iranienne a été gravement touchée. Leur système financier, la valeur de leur monnaie, tout ça a beaucoup chuté. Je pense que cela pourrait se rétablir assez vite, une fois la guerre et le blocus terminés. Mais il y a eu un affaiblissement important de ce côté-là. En revanche, sur le plan stratégique, l'Iran s'est considérablement renforcé parce qu'il est désormais l'hégémon régional du Golfe, et il faut que tout le monde le reconnaisse. Les États-Unis doivent le reconnaître, en fait. La marine américaine s'est révélée incapable de contester le contrôle iranien du détroit d'Ormuz. C'est donc, en quelque sorte, une véritable révolution dans l'équilibre des forces régionales. Vous avez parlé de la politique intérieure, et on sait que l'administration Trump est allée très très loin en ce qui concerne la guerre avec l'Iran. Avant que la guerre n'éclate, on avait Charlie Kirk. Il avait tout fait pour l'éviter. On se souvient de ce qu'il disait. Non, cette guerre va être dévastatrice. On n'a pas besoin de cette guerre. Les États-Unis n'ont pas besoin de cette guerre. On sait ce qui est arrivé à Charlie Kirk. Ensuite, il y a eu Tucker Carlson, Candace Owens, toutes ces personnes, Megyn Kelly aussi, tous ceux qui soutenaient Donald Trump sans condition. Ils n'ont rien reçu de Donald Trump, je dirais. Ils ont tout fait pour l'aider à se faire élire. Mais au final, qui est le meilleur ami du président des États-Unis? C'est Lindsey Graham. C'est juste incroyable. Peu importe que ce soit Joe Biden à la Maison-Blanche ou Donald Trump, le meilleur ami reste Lindsey Graham. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment ça va influencer le Parti républicain et son avenir, sachant que Donald Trump a, d'une certaine manière, détruit sa probase? Oui, très bonne question. Alors, vous savez, la coalition MAGA, qui a permis à Trump de gagner les élections, était très large. Elle rassemblait des Blancs de la classe ouvrière, des diplômés, mais aussi des Noirs, des Hispaniques et en gros, des indépendants, un peu tout le monde, y compris les jeunes. Il a d'ailleurs failli remporter le vote des jeunes adultes lors de l'élection de novembre 2024. Et cette coalition, aujourd'hui, a pratiquement disparu. Et comme l'a dit Piers Morgan, il semble clairement qu'il s'en prenne à tout le monde. Il s'en prend aux chrétiens, il s'en prend aux catholiques, il a insulté le pape, il fait comme s'il était Jésus, il veut qu'on le vénère comme une sorte de petite divinité. Franchement, il est devenu complètement fou. Et maintenant, il menace de commettre un génocide nucléaire contre 92 millions de civils iraniens, tout en prétendant qu'il agit pour le bien du peuple iranien. C'est absurde. Ce n'est pas le dirigeant que nous avons élu. Nous avons élu un président qui, dans son discours d'investiture, avait promis d'être un président de la paix, un président de la transformation, celui qui mettrait fin aux guerres sans fin de l'Amérique, qui n'en déclencherait pas de nouvelles et qui nous éviterait une troisième guerre mondiale. Et à part ce dernier point, il a fait pratiquement l'inverse de tout ce qu'il avait annoncé.
Je pense que ça va sérieusement compromettre les chances électorales du Parti républicain. Pas seulement pour les 2 prochaines élections, mais peut-être pour les 3 ou 4 à venir. On pourrait perdre le pouvoir pour une génération. Je suis républicain depuis toujours. J'ai soutenu Trump pendant des années. Mais là, il m'a complètement perdu. Il pourrait me reconquérir s'il faisait la paix avec l'Iran, levait le blocus, signait un accord acceptable pour l'Iran, retirait les troupes américaines du Moyen-Orient, coupait l'aide militaire à Israël et mettait fin à la guerre en Ukraine. C'est surtout la question du Moyen-Orient qui m'inquiète. Donc oui, je le soutiendrai à nouveau s'il faisait tout ce que je viens de dire. Mais ensuite, en prime, j'aimerais le voir se retirer de l'OTAN, ou au moins de la structure de commandement militaire de l'OTAN, et signer un accord de paix bilatéral avec la Russie, puis faire pression sur Zelensky pour qu'il le signe aussi. Mais bon, c'est un long chemin. Je ne pense pas qu'il le fera. Il s'est entouré de néoconservateurs. Apparemment, il prévoit d'écarter Tulsi Gabbard de son poste de directrice du renseignement national d'ici, disons, novembre. Et puis, le président ou vice-président J.D. Vance aurait été mis à l'écart des discussions sur la politique. On ne lui a pas permis d'accompagner Trump lors des frappes aériennes contre le Venezuela et l'Iran, parce qu'il s'y était opposé. Donc, il a mis ses principes avant tout. Je pense qu'il est bien placé pour remporter la nomination. Mais Trump a détruit ses chances de gagner l'élection générale de 2028. Il l'a envoyé comme principal négociateur à Islamabad parce que la partie iranienne avait demandé que s'il devait y avoir des discussions, ce soit avec J.D. Vance. Ils avaient dit, « Nous, on ne négociera pas avec Steve Witkoff ni avec Jared Kushner. » C'est pour ça que Donald Trump l'a envoyé. Mais pendant les pourparlers, j'ai parlé avec le professeur Miranda, qui faisait partie de la délégation iranienne à Islamabad. Il m'a dit que J.D. Vance avait appelé plus de 12 fois Trump, Donald Trump ou quelqu'un à Washington, et qu'il avait même appelé Benjamin Netanyahu. Pourquoi? Parce que quand Donald Trump envoie le vice-président des États-Unis à des négociations de ce niveau, il faut lui donner une certaine autorité, un cadre clair. Or, il ne semblait pas que J.D. Vance ait reçu ce genre de mandat. Oui, j'avais posté, tu sais, avant que Vance parte nous représenter aux négociations de paix, que si Trump lui donnait simplement les pleins pouvoirs pour agir en toute autorité, il pourrait, tu vois, conclure un accord en 24 heures. J'en suis convaincu. Je pense qu'il aurait pu le faire. On était plutôt proches, en fait. Je crois qu'on était vraiment proches avant que Trump ne lui ordonne de se retirer. Mais, à cause de ses exigences maximalistes sur l'interdiction totale d'enrichissement pour l'Iran en matière d'uranium, et aussi sur la remise à Washington de tout leur stock d'uranium hautement enrichi à 60%, environ 450 kilos. À part ça, je pense qu'on était presque arrivé à un accord, et l'Iran était prêt à rester. Tu vois, le lendemain, il a imposé le blocus. Et ce blocus, c'est la raison pour laquelle les pourparlers de paix n'ont pas continué. Mais concernant Vance, j'ai vu des rapports disant qu'il a dû appeler Trump 21 fois en 21 heures pour obtenir l'autorisation de faire certaines concessions, ou tu vois, de prendre certaines décisions. Et puis bien sûr, il y a aussi Netanyahou. Netanyahou s'est même vanté d'être appelé chaque jour par des responsables de haut niveau de l'administration Trump. Donc c'est clair, qui dirige la politique étrangère américaine au Moyen-Orient? Ce n'est pas le président Trump, c'est le premier ministre Netanyahou. Et Netanyahou, évidemment, est un criminel de guerre. C'est une honte qu'un dirigeant étranger puisse contrôler notre politique régionale au Moyen-Orient. Et encore plus quand il s'agit d'un criminel de guerre comme Netanyahou. Ce qui est vraiment étonnant, David, c'est que Benjamin Netanyahou n'est pas dans une bonne position en Israël. Et pourtant, Donald Trump l'aide
énormément. Il l'aide en Israël, mais aussi à l'extérieur du pays. Beaucoup de gens se demandent comment il arrive à avoir une telle influence sur Donald Trump, parce qu'on n'a jamais vu personne réussir à obtenir autant de lui. Bon, enfin, tout ça reste de la spéculation, bien sûr. Mais le président Trump, vous savez, il était vraiment sur la ligne America First pendant, disons, les 3 mois et demi du début de son second mandat. Et puis, à partir de mai, vers la mi-mai, les choses ont changé. Il a commencé à tout dissimuler. Et on sentait que c'était devenu très personnel pour lui. Il s'est mis en colère. Il s'est retourné contre Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie et tous les républicains qui ont essayé de le forcer à publier les dossiers. Et là-dessus, je crois qu'à peine 10% du contenu réel a été rendu public. Les 90% restants sont cachés ou caviardés. Ça montre simplement que, enfin, ça suggère très fortement qu'il a commis des actes criminels à caractère sexuel avec des filles mineures. Vous savez, j'ai mis beaucoup de temps à vraiment l'accepter, et je ne voulais pas croire ça de notre président. Mais il y a eu des accusations crédibles selon lesquelles il aurait commis des abus sexuels criminels sur 2 jeunes filles, des adolescentes. Et donc, je pense qu'on sait que le scandale du réseau sexuel d'Epstein était une opération du Mossad israélien, que Jeffrey Epstein était un agent du Mossad. Et on sait aussi que Netanyahou, vous savez, espionne les téléphones. Il a poussé Trump et toute la Maison-Blanche à utiliser une application de messagerie israélienne pour pouvoir lire chaque message envoyé sur un système censé être sécurisé à la Maison-Blanche. Alors, il sait quoi dire, comment appuyer sur les bons boutons de Trump. Je veux dire, il avait envoyé Mike Waltz, son conseiller à la sécurité nationale, parler à Netanyahou et en gros lui dire ce qu'il devait dire. Je pense que Lindsey Graham a fait la même chose. C'est du genre, voilà ce qu'il faut dire pour que le président Trump fasse ce que vous voulez et parte en guerre contre l'Iran. Et Waltz s'est fait virer. Enfin, pas complètement viré, mais rétrogradé à un poste de rang inférieur au sein du cabinet. Et vous savez, tout semblait aller pour le mieux en avril de l'année dernière quand c'est arrivé. J'avais même applaudi Trump pour ça. Je crois que c'était en fait début mai. Mais depuis, tout s'est dégradé. La guerre de 12 jours, puis celle de 38 jours, qui est en train de se transformer en une guerre de 2 mois, sans fin annoncée, avec ce blocus naval américain qui n'en finit pas. Vu la guerre en cours, on entend des responsables israéliens dire que le prochain ennemi, c'est comme ça qu'ils en parlent, en gros, c'est plus Gaza, la Palestine ou la Cisjordanie. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, c'est l'Iran et le Liban. Et demain, ce sera la Turquie. Et de l'autre côté, l'envoyé américain en Turquie, Tom Barak, a déclaré que quiconque en Israël pense pouvoir mener une guerre de cette manière se berce d'illusions. Mais même Tom Barak, ils l'ont attaqué après sa prise de position, après son commentaire sur Israël. Il ne supporte même pas que quelqu'un puisse exprimer un léger désaccord avec les Israéliens. Ils attaquent aussitôt. Mais quand on regarde ce qui s'est passé au Moyen-Orient, David, je me demande si aux États-Unis, il existe vraiment une grande stratégie derrière tout ça. Nous avons, au passage, la stratégie de sécurité nationale. La dernière version de cette stratégie dit que l'Iran et la Russie ne représentent pas des menaces existentielles pour les États-Unis. C'est écrit noir sur blanc dans la version la plus récente de la stratégie de sécurité nationale. Mais pendant ce temps, il y a cette guerre en cours, et vous avez évoqué le rôle d'Israël dans ce conflit. Selon vous, qu'adviendra-t-il de la grande stratégie des États-Unis? Je ne parle pas ici de l'administration Trump. Je parle de la vision globale de la stratégie américaine. Est-ce que les États-Unis vont continuer à s'impliquer dans ces guerres sans fin d'Israël au Moyen-Orient? Ou est-ce que ce sera quelque chose de plus large,
une approche qui engloberait toute la région, pas seulement la situation en Asie de l'Ouest, mais aussi le cas de l'Ukraine, pour envisager une vision d'ensemble de la région eurasiatique. Eh bien, je pense que c'est probablement aussi grave que ça va l'être, à mon avis, avec l'Iran. Bien sûr, cette guerre pourrait repartir du jour au lendemain. Vous savez, le président Trump est connu pour changer souvent d'avis. Il a une politique étrangère un peu bipolaire. Il peut passer d'une position à une autre en une journée, voire dans la même journée. Il pourrait dire, par exemple, que l'Iran a jusqu'à dimanche pour agir. Puis décider d'appliquer cette échéance et de commencer à les bombarder. Il pourrait même envahir l'île de Kharg. Mais je ne pense pas qu'il le fera. Je crois qu'il en a vraiment assez de cette guerre. Je pense qu'il va y mettre fin. Et puis, vous savez, si Israël bombardait la Turquie, enfin, la Turquie est un pays membre de l'OTAN. L'OTAN est censée s'appliquer à la région de l'Atlantique Nord. Mais la Turquie, elle, fait bien partie de l'Europe. Vous savez, ils ont une partie de l'Europe. Istanbul, évidemment, est situé en Europe. Donc, c'est vraiment une puissance continentale européenne, pas seulement une puissance d'Asie occidentale ou du Moyen-Orient. Du coup, j'ai du mal à imaginer comment tout ça se passerait. Bien sûr, Israël pourrait l'emporter puisqu'ils ont l'arme nucléaire. Mais si la Turquie n'avait pas peur, elle pourrait tout simplement occuper la Syrie et le Liban et mener une guerre conventionnelle. C'est une possibilité, clairement. Peut-être que les pays de l'OTAN resteraient neutres et que Trump dirait sans doute à Israël d'arrêter. Mais bon, Netanyahou a probablement des dossiers sur Trump, donc ça ne marcherait peut-être pas très bien. Mais je ne pense pas que Trump soutiendrait ça. Évidemment, je ne pense pas que Trump va bombarder la Turquie. Et je crois qu'il a clairement dit qu'il voulait se recentrer sur l'hémisphère occidental une fois que son soi-disant épisode iranien serait terminé. Et il veut que ce soit terminé. Sa prochaine cible, c'est Cuba. Il veut imposer un blocus à Cuba. Il veut faire arrêter leur président, un peu à la manière de Maduro, et ensuite essayer de travailler avec le vice-président, quel qu'il soit, pour ouvrir Cuba aux intérêts économiques américains. Je ne vois pas vraiment en quoi ça aiderait. Bien sûr, ça aiderait Cuba, en aidant le peuple cubain à sortir de l'embargo pétrolier. Ils souffrent vraiment. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde, à cause des sanctions américaines. Mais ces sanctions n'ont pas renversé leur régime communiste. Je veux dire, ils sont communistes depuis, évidemment, bien avant ma naissance, vers 1958 ou 59, je crois, quand Castro a pris le pouvoir. Donc je pense que c'est là-dessus que Trump veut recentrer son attention. Et je crois qu'il n'a vraiment aucun intérêt à mener une guerre avec la Chine à propos de Taïwan. En fait, il a même donné à Xi Jinping une certaine forme d'assurance, disant qu'il voulait trouver un accord sur Taïwan. Il va se rendre en Chine le 15 mai. Et selon vous, d'ici là, est-ce qu'il aura réussi à obtenir une forme d'influence au Moyen-Orient avant d'aller en Chine? Et comment le gouvernement chinois va-t-il percevoir cela? Eh bien, c'est ça qui est intéressant, vous savez. Apparemment, la grande stratégie de Trump, c'est d'essayer de faire pression sur la Chine. Il veut conclure un accord avec la Chine sur Taïwan et sur tout le reste, mais à des conditions plus favorables aux États-Unis. Donc il cherche à multiplier les points de pression. Il a coupé les livraisons de pétrole du Venezuela, qui représentaient, je crois, environ 6,67% des importations chinoises totales. Et il essaie de faire la même chose avec l'Iran. Il vient tout juste de commencer avec le blocus. Avant ça, pendant les 6 premières semaines de la guerre, les livraisons de pétrole iranien vers la Chine avaient en fait augmenté de manière assez nette. Mais des responsables chinois ont déclaré, c'est le docteur Robert Patt qui a raconté
qu'il avait dîné avec des dirigeants chinois et leur avait demandé ce qu'ils pensaient du blocus, s'ils en étaient inquiets. Et ils ont dit, eh bien, on pourrait perdre 1% de notre PIB. Mais on pense que c'est un mauvais calcul. Vous savez, les avantages pour les États-Unis de s'enliser dans une guerre au Moyen-Orient dépassent largement les coûts économiques qu'on doit supporter. Alors, vous voyez, le pétrole iranien représente, je crois, environ 13,5% de leurs importations totales. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va durer longtemps. À mon avis, Trump va être obligé de lever le blocus très bientôt. Sinon, les États-Unis risquent de tomber en récession juste avant les élections de mi-mandat. Mais vous savez, je pense que la logique de Trump, c'est d'essayer d'isoler la Chine sur le plan économique, surtout en ce qui concerne le pétrole, en se disant qu'il aura ainsi un avantage ou disons un soi-disant levier dans les futures négociations avec la Chine. Je pense que quand on parle du blocus iranien, c'est une énorme opération militaire, vu ce qui se passe. Ils sont dans la mer d'Arabie, et la zone est immense. Jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, ils ont saisi ou pris le contrôle de 3 pétroliers. Et si je ne me trompe pas encore, l'Iran en avait le même nombre de son côté. Est-ce que ça aide vraiment? Parce qu'à la base, tout ce concept de blocus vient du fait que Donald Trump était très inquiet pour l'économie mondiale, pour les coûts, pour la hausse du prix du pétrole et du gaz. Et là, on le voit arriver avec une sorte d'idée géniale. Bloquons le blocus. Quelle est votre lecture de tout ça? Eh bien, c'est ça qui est assez ironique, non? Parce que le président Trump a passé les 6, peut-être 8 premières semaines de la guerre à menacer l'Iran s'il ne levait pas leur blocus du détroit d'Ormuz et n'ouvrait pas le passage. Il disait qu'il allait les bombarder ou détruire toutes leurs centrales électriques et la plupart de leurs raffineries de pétrole. Et maintenant, il se vante sur Truth Social d'avoir réussi à fermer complètement le détroit d'Ormuz, à le bloquer, si bien qu'aucun navire ne peut en sortir. Donc oui, il a totalement fait volte-face sur ce point. Tu sais, j'ai posté ce matin, je crois, qu'il est soit bipolaire, soit mentalement instable. Mais bon, il a complètement renversé la stratégie des États-Unis. Parce que tu vois, on a tout intérêt à garder le détroit ouvert. Si on ne le fait pas, les prix de l'essence vont grimper à $6 le gallon dans les prochains mois et on se retrouvera avec une récession mondiale et américaine. Donc la seule solution, c'est qu'il lève le blocus, qu'il pousse l'Iran à rouvrir le détroit. La dure réalité, c'est qu'il sera ouvert, mais sous le contrôle des gardiens de la révolution. L'Iran a déclaré aujourd'hui qu'elle allait instaurer des frais de transit ou des péages pour tous les navires qui passent par le détroit. Les navires israéliens sont interdits. Ils ont précisé que les navires américains, uniquement les navires commerciaux, pourront entrer dans le golfe Persique, à condition de payer un droit de passage bien plus élevé que celui imposé aux autres. Tous les pays qui sanctionnent l'Iran devront payer des frais plus importants. Et bien sûr, Trump pourrait facilement éviter tout ça en levant simplement les sanctions contre l'Iran. Dans ce cas, il paierait le même dollar par baril que tout le monde. Aujourd'hui, on a appris du ministre israélien de la Défense, Israel Katz, qu'ils sont totalement prêts à relancer la guerre et qu'ils attendent simplement le feu vert de l'administration Trump. Alors, vous savez, avant que le cessez-le-feu n'entre en vigueur, on savait que dans le fond, les Israéliens n'étaient pas tellement impliqués dans la guerre. C'était surtout les États-Unis et l'Iran. Israël, lui, était beaucoup plus engagé au Liban, parce que le Hezbollah. Il disait que le Hezbollah est détruit, que le Hezbollah n'a plus rien. Et on a vu que le Hezbollah frappe non seulement le centre d'Israël,
mais aussi le sud du pays, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et quand Israël dit qu'il est prêt à poursuivre la guerre, en tenant compte de ce qui a été rapporté par le Wall Street Journal et par CNN, on apprend qu'il manque d'intercepteurs. Le système de défense aérienne ne fonctionne pas correctement parce que plusieurs radars ont été détruits dans la région et aussi en Israël. Du coup, il n'y a plus de communication. Il manque d'intercepteurs. Il manque aussi de missiles de croisière, comme l'a rapporté CNN. Alors, quelle est la situation concernant la poursuite de la guerre? Eh bien, je pense que Netanyahou n'oserait pas relancer la guerre sans avoir la garantie que les États-Unis mèneraient la majorité des frappes. Vous voyez, je crois qu'il veut entraîner les États-Unis dans une guerre sans fin avec l'Iran. Il pousse pour que les Américains prennent l'île de Karg pour, disons, contrôler une bonne partie de leur pétrole. Bien sûr, une grande partie de leur production pourrait être déplacée ailleurs. Mais d'une certaine façon, il y a cette idée que si on prend l'île de Karg, qui se trouve tout à l'ouest du golfe Persique, sur la côte, même si elle est loin du détroit d'Ormuz, ça nous donnerait le contrôle du détroit. Et franchement, ce raisonnement ne tient pas la route. Évidemment, on pourrait faire atterrir une brigade de la 82e division aéroportée de l'armée américaine sur l'île, en supposant que leurs avions ne soient pas abattus. On peut occuper ce territoire. Mais nos troupes se feraient massacrer parce qu'elles seraient à découvert, sans défense naturelle ni fortification. Bien sûr, elles pourraient creuser des tranchées et tout ça, mais au fond, elles deviendraient juste des otages, parce que vous savez, le détroit est miné. Trump a plaisanté là-dessus, en disant, je crois, que l'Iran avait posé entre 1 et 13 mines, et qu'on pourrait les récupérer et dégager le détroit en une seule journée. En fait, ça pourrait être des centaines, voire des milliers. Et vous savez, il y a un article qui est sorti aujourd'hui, ou peut-être hier, qui disait que la marine américaine mettrait 6 mois à déminer la zone, même si, vous voyez, l'Iran nous laissait faire. Donc en gros, on n'a plus vraiment de dragueurs de mines. Je crois qu'on en avait 3 dans la région. On les a tous retirés. Non, parce qu'on a eu seulement 2 semaines de préavis avant que les États-Unis n'entrent en guerre. L'armée a été prévenue qu'il fallait retirer certaines troupes et réorganiser un peu les forces pour éviter que trop de navires soient coulés et que des soldats soient tués. Donc oui, je dirais que la situation n'est pas très bonne. On a vu un comportement un peu différent de la part des Européens depuis le début de la guerre. Au moment où la guerre a éclaté, ils ont essayé d'aider Israël, de le défendre. Pour Chypre, par exemple, ils ont envoyé certains de leurs porte-avions, des drones, des navires militaires pour protéger Israël, et ils ont utilisé les bases radars pour communiquer avec les systèmes de défense aérienne. Mais ensuite, quand il a été question du détroit d'Ormuz, ils ont dit non, qu'ils ne participeraient pas à cette opération. Et Donald Trump, lui, a tout fait. Il a mis la pression en disant qu'il allait quitter l'OTAN, que l'OTAN n'avait plus d'importance. Hier encore, il a même divisé l'OTAN entre les bons et les mauvais pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est, selon vous, la manière dont les pays européens membres de l'OTAN se sont comportés jusqu'à présent? Et puis il y a ce reportage de CNN. Il disait que de toute façon, peu importe si l'Europe veut entrer en guerre, parce qu'elle n'a pas grand-chose à apporter au conflit. Quelle est votre lecture de ça? Eh bien, je pense que le président Trump, il faut comprendre qu'il se voit un peu comme un empereur romain. Pour lui, tous les pays du monde, à part la Russie et la Chine, sont en quelque sorte des États vassaux, sauf la Corée du Nord. Donc, il veut des tribus. Il parle du fait que l'Iran aurait envoyé 8 pétroliers pleins de carburant, 16 millions de gallons de pétrole,
ou peut-être 20, je crois qu'il a dit 20 pétroliers envoyés comme un cadeau, un tribut pour exprimer leur gratitude d'avoir tué la première famille et leur guide suprême. Franchement, à quel point peut-il être ridicule? Il invente littéralement des fausses nouvelles. Il y avait aussi cette histoire sur les 8 femmes qui auraient été prisonnières en Iran. Je sais que je m'éloigne un peu de votre question sur l'Europe, mais c'était encore une de ces histoires complètement fabriquées. C'était complètement bidon. Les femmes existaient bien, mais en réalité, 4 avaient été libérées et aucune n'était dans le couloir de la mort. Les 4 autres risquaient peut-être 1 an de prison pour avoir manifesté. Donc voilà, Trump a tout simplement inventé cette histoire. Mais les dirigeants européens, eux, se sont comportés comme des vassaux des États-Unis jusqu'à l'arrivée de Trump au pouvoir. Et quand il s'est écarté de la ligne pro-guerre, pro-Ukraine, anti-russe, là, ils ont enfin montré un peu d'indépendance. C'était intéressant. Biden a fixé la politique. Au début, ils étaient nerveux à l'idée de mener une guerre par procuration contre la Russie, mais ensuite, ils se sont ralliés à la vision de Biden. Et c'est devenu pour eux une sorte de dogme religieux. Ils doivent, tu vois, mener la Troisième Guerre mondiale contre la Russie ou bien les affronter en Ukraine sans fin. Et depuis, ils sont devenus beaucoup plus indépendants dans leur façon de penser et plus opposés à Donald Trump. Ils ont essayé de le manipuler, comme Zelensky l'a fait, et comme Netanyahou aussi, pour qu'ils servent leurs intérêts. Et dans l'ensemble, ils ont plutôt réussi. Mais cette guerre contre l'Iran, comme ça l'a été pour moi, c'était un pas de trop pour eux. Ils ne pouvaient pas l'accepter parce que c'est une guerre illégale. Une guerre qui en fait a été une attaque surprise. Une guerre d'agression, sans provocation. L'Iran n'avait pas attaqué les États-Unis. Il n'y avait aucune menace imminente d'attaque contre les États-Unis ou contre nos bases militaires, d'après nos services de renseignement et le département de la Défense, ou ce qu'on appelait autrefois le département de la guerre. Donc oui, ils n'allaient pas soutenir cette action. On ne les avait même pas prévenus à l'avance que ça allait se produire. Et comme vous l'avez mentionné, la France, l'Espagne, l'Italie et d'autres pays nous ont refusé les droits d'escale navale et l'accès à leur espace aérien pour tout avion de guerre allant ou revenant du théâtre iranien, ou même pour les avions ravitailleurs. Alors oui, je pense que Trump est en colère contre eux. Il les voit un peu comme il veut qu'ils lui rendent hommage, qu'ils s'inclinent devant lui, qu'ils lui baisent la bague, un peu à la manière de Game of Thrones. Oui. David, avant de conclure cette session, comment vois-tu la question du pétrodollar? Parce que Donald Trump, je me souviens, à chaque fois, avant son élection et après son élection, il parlait de la façon dont on pouvait ramener les emplois aux États-Unis, de comment rendre le dollar plus fort, plus puissant. Alors, comment vois-tu la situation actuelle du dollar? Je pense que ça va, vous savez, ça va juste continuer à s'aggraver. Tout a commencé quand on a coupé la Russie du système SWIFT, ce système bancaire basé sur le dollar américain. Je crois qu'on a perdu environ 11% de la part de, disons, la dollarisation des échanges et des devises dans le monde. Et ce matin, l'Iran a déclaré que tous les frais de transit devront désormais être payés en monnaie iranienne, pas en dollars américains. Donc ça va encore affaiblir la position du dollar. Et évidemment, il contrôle environ 20% des réserves mondiales de pétrole, en termes de trafic entrant et sortant de la région du Golfe Persique. Alors, vous savez, encore une fois, le président Trump a sacrifié tout son programme politique. Franchement, sur le plan politique, économique, tout le message que le Parti républicain avait arrêté, ils avaient eu ces grandes réunions, je crois que c'était en janvier, ils s'étaient retrouvés avec les dirigeants républicains à la Maison-Blanche et ils avaient dit « Bon, on va faire campagne sur ce programme économique.
Ils allaient mettre en avant la baisse des prix du carburant, la baisse du coût de la vie, tout ça, les droits de douane, et la façon dont ça nous avait aidés. Et maintenant, tout ça est parti en fumée. La dédollarisation du monde va faire grimper le coût de la vie ici, aux États-Unis, et ça va pénaliser la classe ouvrière. Je veux dire, la classe ouvrière s'oppose maintenant à Trump pour la première fois. C'était pourtant vraiment son électorat de base. Il s'était présenté comme celui qui allait défendre l'homme et la femme oubliés. Et maintenant, il fait exactement le contraire. Tout ça, juste pour Israël. L'Iran ne représentait franchement aucune menace imminente pour nous. Il n'y avait aucune raison de les attaquer. Oui, ils ont sans doute un petit arsenal nucléaire, mais ils n'ont pas menacé de s'en servir. Ils n'ont pas utilisé. Donc en gros, c'est une guerre fondée sur des mensonges. C'est ça que j'essaie de dire. Comme l'a dit David Sachs à propos de la guerre en Ukraine, la guerre de Biden en Ukraine, qui serait une guerre de mensonges, eh bien, la guerre de Trump contre l'Iran, c'est aussi une guerre de mensonges. Merci beaucoup, David, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Merci, Nima. C'est toujours un plaisir pour moi aussi. Well.